Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une petite pause bien méritée pour la chaîne. On revient une dernière fois sur l'Euro 2020 pour une analyse rétrospective du bilan politique et géopolitique de l'Euro. Je vous avais dit que ce serait un petit bonus. Vous savez que c'est une vision de ce sport que j'adore, c'est un pilier de la chaîne. Il y a d'ailleurs une playlist géopolitique qui est disponible sur l'Arena Foot. Alors l'Euro, parce que c'est une grande compétition internationale médiatisée, a été la scène sur laquelle il fut possible de briller, de revendiquer l'appartenance à une nation, à un peuple ou à une idéologie. Ça avait commencé avant le début de l'Euro, on en avait parlé lorsque l'Ukraine avait présenté ses maillots représentant son territoire avec la Crimée, région annexée par des séparatistes pro-russes en 2014. Ça a bien évidemment continué pendant la compétition. On va revenir sur quelques points et vous allez voir qu'il y a un pays en particulier qui s'est distingué, et c'est d'ailleurs par ce pays qu'on va commencer, c'est la Hongrie. Et c'est d'abord ses supporters hongrois, ce groupe d'ultranationalistes que vous connaissez peut-être sous l'appellation de la Brigade des Carpates, que l'on avait déjà vu déferler en France de Bordeaux à Marseille pour l'Euro 2016. Ils sont facilement reconnaissables dans un stade de foot, habillés de façon sobre avec un t-shirt noir où l'on peut y lire l'inscription Magyarország qui veut dire la Hongrie. À première vue, c'est une association de supporters. En réalité, c'est bien plus que cela. D'abord, si on parle d'un point de vue supporterisme, c'est un groupe extrêmement bruyant et très facilement mobilisable. Il faut savoir que la Brigade des Carpates est une forme d'union sacrée entre les clubs hongrois qui ensemble fournissent des ultras réunis sous un seul drapeau. C'est ce que souligne l'auteur et historien Sébastien Louis dans un article que je vous mettrai en description et dans lequel j'ai pu piocher beaucoup d'informations. Il montre que ce groupe est capable de fédérer un cortège immense autour de la sélection. C'est une vraie force collective et c'est assez unique en Europe de pouvoir rassembler comme ça autour du pays. Il y a très peu de pays du football en Europe, même de très grandes nations, qui peuvent compter sur de tels ultras. Maintenant, le dessous de la scène, c'est que c'est un groupe pour le moins sulfureux, c'est un groupe ultranationaliste d'extrême droite, proche du pouvoir de Viktor Orban, et il défend une certaine idée de la Hongrie. D'abord, c'est un groupe qui cultive une amertume historique qui remonte à la fin de la Première Guerre mondiale et du traité de Trianon de 1920 qui réglait le sort de la Hongrie, pays vaincu. Ce traité fait perdre 2/3 de ses territoires à la Hongrie, ce qui entraîne par conséquent la perte d'une partie de sa population. C'est la raison pour laquelle en Roumanie, en Transylvanie, vous avez une forte communauté hongroise. En 1920, on considérait que 32% de la population transylvanienne était hongroise. Cet événement-là, beaucoup de Magyars ne l'ont pas digéré et justement la Brigade des Carpates porte l'étendard de ce qu'elle juge comme étant un affront envers les frontières de sa nation. Il n'est pas rare d'entendre des chants qui remettent en question le traité de Trianon. Ensuite, la Brigade des Carpates est réputée pour son attachement aux valeurs traditionnelles hongroises, qui se manifeste par la présence d'une fraction homophobe dans les stades. On a vu des pancartes parler d'elles-mêmes et qui sont liées aussi à ce que défend le gouvernement hongrois. On en parlera plus tard. C'est donc un groupe mobilisé derrière une nation, un groupe bruyant, mais un groupe qui est très politisé et qui a eu des positions plutôt extrêmes dans cet Euro 2020, des positions qui sont bien sûr condamnables et qui ont, je trouve, complètement fragilisé l'esprit de solidarité européenne que voulait célébrer l'UEFA avec cet Euro 2020. Il faut dire aussi qu'elle n'est pas allée dans le sens de cet esprit avec le fameux Rainbow Gate qui concernait une nouvelle fois la Hongrie, cette fois face à l'Allemagne. En juin 2021, il y a une loi qui est passée en Hongrie et qui a été jugée discriminante et liberticide envers la communauté LGBT. C'est pourquoi la mairie de Munich, en guise de soutien, voulait éclairer son stade aux couleurs LGBT en amont du match Hongrie-Allemagne. L'UEFA a refusé en prétextant qu'elle souhaitait être apolitique, mais en faisant ce refus, elle a une décision politique en réalité. Elle a essayé d'étouffer un peu l'affaire polémique en changeant son logo. Bref, en réaction, l'Allemagne s'est parée des couleurs LGBT un peu partout dans le pays. Donc ce fut un véritable bras de fer et un Hongrie-Allemagne le 23 juin placé sous haute tension, notamment parce que la Brigade des Carpates dont on a parlé avant s'est assez massivement mobilisée à Munich. Pour dire, c'est d'ailleurs la seule rencontre de l'Euro où on a eu la présence de CRS à la fin du match devant un COP ultra. Ça souligne quand même les risques de débordement dans cette rencontre placée sous haute tension. On ferme cette parenthèse hongroise assez longue pour en ouvrir une autre, celle du lien entre le politique et la sélection nationale du pays. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina affirmait dans un live YouTube qu'Emmanuel Macron aurait facilité le retour de Karim Benzema en équipe de France. Ça souligne le degré de politisation d'une équipe de football. Ça a souvent été le cas en France avec Emmanuel Macron ou avant lui Jacques Chirac qui utilisait à bon escient les sacres en Coupe du Monde. Là, je trouve qu'on va encore plus loin. En réalité, on constate une fois de plus dans cet Euro que les hommes et femmes politiques utilisent l'équipe de football à des fins politiques, très souvent pour y susciter une fierté nationale. Pensons à Erdogan qui s'est rendu plusieurs fois en Azerbaïdjan supporter l'équipe de Turquie, une équipe qui est d'ailleurs
très proches du pouvoir et qui cultivent l'appartenance nationale. Malheureusement pour les Turcs, l'euro s'est plutôt mal déroulé. Mais d'autres politiques ont affiché leur soutien. On avait par exemple la première ministre écossaise Nicola Sturgeon qui n'a pas arrêté de tweeter à propos de l'équipe nationale, notamment avec le match contre l'Angleterre en phase de poule. Elle se félicite sur ce tweet de la performance écossaise à Wembley, match nul 0-0 en terre anglaise. Et puis sur ce tweet, elle réagit à la une du Sun, titre à double sens, les deux équipes étant dos à dos avec ce match nul, et puis titre qui renvoie bien sûr à l'union entre les deux nations du Royaume-Uni. Elle répond à cela, quelqu'un ne prend pas trop bien le brillant résultat écossais, résultat qui a fait plaisir aux indépendantistes écossais. Si on continue un petit peu avec l'Angleterre, on peut parler également des messages de la Commission européenne et de sa présidente Ursula von der Leyen qui ont soutenu avec passion l'Italie en finale de 7 € face aux Anglais. Vous avez à l'écran une publication de félicitations. Dernier exemple de l'utilisation de l'équipe de football nationale, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est félicité du parcours de la Sbirna jusqu'en quart de finale. Vous pouvez lire sur ce tweet par exemple la phrase « Vous avez prouvé que vous savez vous battre avec les meilleurs, que vous avez un caractère d'acier, que vous savez inspirer et unir tout le pays qui vous entoure ». Le mot « unir » dans le contexte ukrainien que l'on connaît est très important. Et puis il finit par ce salut patriotique « Slava Ukraini », gloire à l'Ukraine, qui était d'ailleurs à l'origine sur le maillot ukrainien. C'est l'illustration d'une utilisation du football pour d'une part fédérer le peuple et ensuite pour faire rayonner son pays à l'échelle internationale. Être le ciment de l'identité nationale, c'est une marque de fabrique du football et on l'a vu avec certains pays dans cet Euro 2020 comme la Macédoine ou la Suisse, deux pays culturellement très diversifiés qui ont réussi à s'unir et à vibrer autour de leur sélection nationale. Dans le Tessin ou en Suisse romande, l'exploit de la native face à la France a été célébré avec une ferveur exceptionnelle, comme rarement la Suisse a uni l'ensemble de son peuple. Je vous renvoie à mes amis sur Twitter Foot Suisse et Foot Macédonien FR qui peuvent, si vous le souhaitez, vous parler de ces points-là. Je rajouterai même que le football peut être un pont entre différents pays, un moyen de célébrer une appartenance à un pays d'origine. En 2019, on a eu les joies de la communauté algérienne en France après la victoire de la CAN. L'Euro 2020, lui, fut italien et il a révélé une fois de plus la grande ferveur des communautés italiennes dans les bassins lorrains, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne ou aux États-Unis. Étant d'ascendance italienne, j'ai pu ressentir cet attachement aux origines qui est grandement généré par la Squadra Azzurra. Cette passion partagée à l'échelle internationale, seul le football peut la rendre si forte. On termine cette vidéo avec des petites anecdotes pêle-mêle. Cet Euro a été le terrain de jeu des alliances, mentionnant par exemple le lien fort développé entre les Azéris et la Turquie. Le stade de Bakou était complètement acquis à la cause de l'équipe nationale turque. L'Euro fut aussi à l'inverse le catalyseur de vieilles rivalités, mentionnons l'incident du match Autriche-Macédoine du Nord où l'Autrichien Arnautovic d'origine serbe a insulté Alioski, le Macédonien d'origine albanaise. Serbie-Albanie, le spectre de cette rivalité a ressurgi et j'avais consacré une vidéo en décembre pour tout vous expliquer sur cette animosité. Je vous mets une petite fiche en haut à droite si cela vous intéresse. Et puis cet Euro fut aussi une sorte de compétition entre les pays, on se demandait qui allait gérer au mieux l'accueil des supporters dans un contexte de crise sanitaire. La Hongrie de Orban fut le seul pays à avoir un stade rempli à 100% de sa capacité. La Russie a souhaité maintenir ses matchs malgré l'explosion des cas de Covid. Le Danemark a réussi à bien augmenter sa jauge, comme au Royaume-Uni, mais la gestion britannique a fait débat, on le sait, puisque les supporters étrangers ont été refusés pour les demi-finales et la finale, seuls les résidents et expatriés pouvaient se rendre à Wembley. C'était donc un enjeu pour les pays organisateurs parce que le stade de football est le reflet de ce qu'il se passe dans un pays. Célébrer un match de foot, un événement sportif, c'est le retour à une vie normale et donc pour ces pays, afficher des stades complets ou bien garnis, c'est aussi un moyen de dire que la stratégie nationale contre le Covid fonctionne. Voilà les amis, c'était un petit résumé géopolitique et politique de cet Euro 2020. J'ai synthétisé comme je pouvais, j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous voulez parler d'un aspect que j'aurais pu oublier, que j'ai certainement oublié, eh bien on débattra en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, un pouce bleu c'est super pour le référencement YouTube, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi si ce n'est pas fait et active la cloche pour ne louper aucune vidéo de l'Arena Foot. On se retrouve aussi sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en description. L'Euro est passé, mais plein de nouveaux sujets et projets arrivent. J'espère que ça vous plaira. C'est tout pour moi, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!